Sud Radio, le grand show de la présidentielle. Cyril Brioulet. Bienvenue dans le grand show de la présidentielle sur Sud Radio. C'est l'heure de débattre de l'actualité du jour, décrypter, échanger, se confronter pour vous permettre de vous forger votre propre opinion. Avec nous ce soir, Coralie Bombail, rédactrice en chef du journal toulousain, Emmanuel Bompard, secrétaire national du parti de gauche. Nous allons parler de la ministre du Travail, de l'impopularité de François Hollande qui continue, de l'idée de voter sur Internet, de la pauvreté en France ou encore du harcèlement à l'école. Merci d'avoir choisi Sud Radio. À tout de suite. Le grand show de la présidentielle. Cyril Brioulet. Sur Sud Radio. Le grand show de la présidentielle avec aujourd'hui Manuel Bompard, secrétaire national du parti de gauche. Bonsoir Manuel. Bonsoir. Et Coralie Bombail, rédactrice en chef du journal toulousain. Bonsoir Coralie. Bonsoir. La colle de la ministre du Travail, Myriam El Khomri. On va débuter par ça. C'est l'actualité du jour. Invitée de BFM TV ce matin, elle a séché sur la question combien de fois peut être renouvelé un CDD. Elle a répondu 3 fois, peut-être 3 ans avant d'avouer, je ne pourrais pas vous le dire. La réponse, c'est 2 fois dans la limite de 18 mois, même si évidemment il peut y avoir des exceptions. Ça vous a fait sourire, Coralie? Ça vous a choqué? Ça vous a fait sourire apparemment. Sourire, oui, c'est sûr, ça m'a fait sourire. A priori, on se dit, bon, elle a présenté un projet de réforme du Code du travail hier au gouvernement. On peut se dire comment c'est possible. Après, on sait évidemment que derrière, ce sont les services qui travaillent au ministère. Les services de l'État sont là. Eux, ils changent pas. Les ministres, on est au moins déjà au 3e depuis le début du mandat de Hollande. Donc, ils assurent une continuité. Je pense qu'ils savent de quoi ils parlent, même si, évidemment, ils suivent les orientations politiques de François Hollande, avec lesquelles on peut ne pas être d'accord. Mais, à minima, je pense qu'ils savent de quoi ils parlent. Après, on se demandait, je me suis dit, mais au final, à quoi sert une ministre? Bonne question. Voilà. Au final, à quoi sert une ministre? Si c'est ces services plutôt qui travaillent, c'est surtout, j'ai l'impression, un rôle de représentation, faire des discours, faire des déplacements et surtout, répondre aux médias qui aujourd'hui, je pense, est quasiment un travail à temps plein, vu le nombre de médias, le nombre de matinales, les chaînes d'information continue, etc. Et ça fait autant de rendez-vous qui sont autant de chances, entre guillemets, de se planter, de faire des couacs, et de se faire etc. avoir. Et de se faire avoir. Oui. Donc ça, c'est aussi le risque de cette société d'information, clairement. Manuel Bompard. Non, mais bon, au-delà de... Ça vous a pas fait sourire, vous? Si, ça m'a fait sourire. Et puis, c'est pas mon habitude de prendre la défense des ministres de ce gouvernement, mais c'est sûr qu'une ministre ne peut pas savoir l'ensemble des éléments du Code du travail, l'ensemble des éléments de la loi, etc. Là, ce qui me pose plus problème, c'est que ça concerne quand même un point sur lequel c'est son gouvernement. Alors, elle n'était pas encore ministre, mais c'était quelques semaines avant qu'elle devienne ministre, qui avait légiféré sur ce point, qui avait augmenté donc la possibilité de renouvellement. Et puis, ce qui me pose aussi plus problème, c'est que ça se fait effectivement le lendemain de la présentation de la réforme du Code du travail. Je pense que à quoi sert une ministre, pour répondre peut-être un petit peu à l'interrogation de Coralie, normalement c'est quand même à donner un cap et à donner un sens à la politique gouvernementale sur ce sujet. Et la question du rapport CDD-CDI, de la question de la lutte contre la précarité dans le travail, parce qu'aujourd'hui l'essentiel des embauches se font en contrat à durée déterminée, c'est quand même une question centrale et une question majeure. C'est pas un à côté, une annexe du Code du travail, c'est quelque chose de central. Oui, CDD, c'est plus de 80% des contrats aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus de 80% des embauches. Je pense qu'un gouvernement qui se dit socialiste devrait être un gouvernement qui, normalement, et c'était ce qu'il y avait dans les tuyaux, il y a 2-3 ans, devrait réfléchir plutôt à comment on taxe l'usage excessif au CDD, comment on essaye de contraindre l'utilisation du CDD à des situations très particulières. Et là, en fait, c'est pas ça qu'on fait, on en étend la possibilité d'usage. Donc c'est plutôt ça qui me dérange derrière l'erreur factuelle de Madame El Khomri, c'est plutôt la politique qui est mise en œuvre, qui consiste en fait à généraliser les CDD, alors que ça devrait être l'inverse, généraliser les CDI et faire en sorte que le CDD soit réduit à la portion congrue. Quand elle avait été nommée ministre du Travail, Myriam El Khomri, ses détracteurs avaient souligné son parcours, chargée de mission. Alors elle a fait des études de droit à Bordeaux, chargée de mission à la ville de Paris, puis directement ministère de la Ville, ministère de l'Emploi. Bref, elle n'a pas connu la vie en entreprise. Est-ce que ça peut expliquer le fait qu'elle ne connaisse pas la réponse à la question, Coralie? Alors, effectivement, peut-être qu'il s'agit d'une erreur de casting de la part de François Hollande à ce poste-là. C'est vrai que c'est une ministre qui n'était pas connue, qui n'avait pas l'expérience pour supporter ce ministère qui est une des priorités du gouvernement. Enfin, le chômage, c'est quand même la priorité du quinquennat de François Hollande. Et des Français aussi. Et évidemment des Français, mais lui, il a tout misé là-dessus.
François Hollande, voilà, il a posé ça comme condition à sa représentation aux prochaines présidentielles. Donc, c'est vrai que on peut se dire pourquoi est-ce qu'il a mis cette jeune personne là. Alors après, bon, c'est toujours le débat, parce qu'on veut toujours du renouvellement en politique. On veut toujours des nouvelles têtes. Des nouvelles têtes. On en a marre de voir peut-être des Michel Sapin, etc. C'est le risque. Ouais. Manuel Bompard. Non, mais bon, c'est pas une nouveauté, c'est pas l'apanage du gouvernement de François Hollande d'avoir des ministres qui malheureusement sont devenus des professionnels de la politique. Il y en a à gauche, il y en a à droite, il y en a oui, partout. malheureusement. Donc bien sûr que ça pose problème, ça c'est une évidence. Et ça, je pense que ça renvoie au débat sur la professionnalisation des élus, sur comment, par exemple, on limite le cumul des mandats, sur comment on permet un statut de l'élu qui permet à un élu, une fois qu'il a terminé son mandat, de se réinsérer dans la vie active. Là, il y a des réponses politiques et c'est vrai qu'on est loin de les aborder aujourd'hui sur ce sujet. Après, au-delà de la question de casting de Myriam El Khomri, je pense qu'en réalité, elle a été mise là parce que justement, elle prendra pas d'initiative et que en fait, elle va rester dans le droit fil de la politique qui est impulsée par Monsieur Macron et qui malheureusement n'apporte aucun résultat. C'est surtout ça le problème en fait. À la limite, qu'elle se trompe sur une question que lui pose un journaliste, franchement, ça me poserait pas beaucoup de problèmes s'il y avait des résultats à la politique menée. Alors c'est un peu court peut-être pour elle pour avoir des résultats, mais en tout cas ses prédécesseurs, eux, n'en ont pas eu, puisque la courbe du chômage qui devait être inversée depuis le début du quinquennat de François Hollande est malheureusement, malgré les soubresauts et les trucages sur les chiffres, toujours en train de s'aggraver. Donc c'est plutôt qu'elle nous donne des réponses, voilà, plutôt qu'elle réponde juste ou faux à une question d'un journaliste. Coralie Bombay. Oui, je vous rejoins ce que dit Manuel Bompard. Effectivement, par contre, il y a une aussi conséquence de ce couac, c'est que du coup, on n'a quand même pas du tout parlé de la réforme qu'elle a posée hier. Sur le fond, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on nous parle d'une révolution. Moi, ce que j'ai lu, on va pas toucher aux 35 heures, on va pas toucher au CDI. Bon, et après, on n'a parlé que de ça. Alors, est-ce que ça cache, est-ce que du coup, on loupe une information super importante ? Je sais pas. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des réformes importantes, c'est masqué par des buzz, par des couacs, et qu'on parle pas quand même sur le fond du sujet. Sur le fond du sujet, oui. Moi, cette réforme, elle m'inquiète. Elle m'inquiète parce que derrière ce qu'a dit François Hollande et la déclaration pour ne pas inquiéter notamment les salariés, qui était l'idée qu'on n'allait pas inverser la hiérarchie des normes, pour que tout le monde comprenne bien, c'est-à-dire que la loi resterait au-dessus des accords d'entreprise. En réalité, quand on va au cœur des préconisations qui sont faites par la ministre, en réalité, on attaque la hiérarchie des normes et on fait en sorte que des accords d'entreprise puissent se substituer à la loi. Et c'est pas une question idéologique, mais il faut que tout le monde comprenne bien que si c'est la loi qui est tout au-dessus, c'est parce que c'est au niveau de la loi que le rapport de force est le plus fort pour les salariés et que quand on les renvoie dans l'entreprise, c'est plus difficile parce que c'est plus difficile d'aller négocier en tête-à-tête avec son patron. Et c'est pour ça qu'on a fait la loi, parce qu'on a considéré que la question du droit des travail, la question de la protection des salariés, ça intéressait la communauté nationale dans son ensemble et que c'était l'intérêt général qui devait primer. Voilà, donc moi ce qui m'inquiète, c'est que derrière les belles déclarations de François Hollande, en réalité on s'attaque à cette hiérarchie des normes et c'est pas ce que devrait faire un gouvernement de gauche, de revenir sur plus de 100 ans de lutte qui ont permis d'avoir une loi et un code du travail qui était assez favorable aux salariés. Ouais, je précise juste la précision du porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll. Pour revenir aux déclarations de Myriam El Khomri, il a reprécisé qu'elle avait le soutien du gouvernement et il a parlé de critiques complètement disproportionnées. Demain, on n'en parlera plus, ce sera oublié. Allez, on marque une pause. Coralie Bombay et Manuel Bompard sont dans le grand show de la présidentielle de Sud Radio. À tout de suite. Le grand show de la présidentielle. Cyril Brioulet. Le grand show de la présidentielle avec aujourd'hui Coralie Bombay, rédactrice en chef du journal toulousain, Manuel Bompard, secrétaire national du parti de gauche. François Hollande est de moins en moins populaire. Là, il y a un nouveau sondage. C'est le baromètre TNS Sofres Figaro Magazine. Sa cote de confiance est à 15%. En baisse d'un point, Manuel Valls perd lui aussi un point à 32%. Ça vous étonne pas vraiment, Manuel Bompard ? Ah non, ça m'étonne pas vraiment et ça m'inspire, on va dire, deux réflexions. La première, c'est qu'il suffit pas d'avoir des dispositifs de communication bien huilés pour changer la vie des Français sur leur appréciation de la politique menée. Malheureusement, ce qu'il faut, c'est des résultats et aujourd'hui, ils sont pas au rendez-vous. Et la deuxième chose que ça m'inspire, c'est que je trouve que ça pointe un déficit démocratique dans notre pays. Quand un président de la République qui est en gros soutenu par 15% des Français continue à gouverner comme si de rien n'était jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Et je pense que
notre pays devrait réfléchir à des dispositifs démocratiques qui permettraient d'intervenir au milieu d'un mandat et pas de donner une carte blanche pour 5 ans à un président de la République. Et puis ensuite, on peut plus rien faire, quelles que soient les trahisons, les reniements des engagements de campagne. Donc voilà, je pense que la question d'une réforme institutionnelle avec des nouveaux dispositifs démocratiques, une 6e République pour pouvoir intervenir au milieu du mandat me paraît être une priorité aujourd'hui. Coralie Bombay. Alors, moi, ce que je note, c'est que c'est quand même assez fluctuant parce que le dernier sondage qui est sorti aujourd'hui pour iTélé et le Huffington Post montre qu'il y a une hausse de popularité pour François Hollande et pour Manuel Valls. Donc, prendre ces chiffres avec précaution. Alors, on est quand même entre guillemets qu'à 19%. Ça reste très faible, quoi qu'il en soit. Donc, ça ne remet pas en cause tout le raisonnement que vient de dire Manuel Bompard. Ce qui est quand même intéressant de constater, c'est que même dans ce sondage, il est en hausse, pas dans son électorat. Pas dans son camp. Il est en hausse à droite, à l'extrême droite et un peu à l'extrême gauche. Ce qui fait que moi, je pense que vraiment, François Hollande a perdu la confiance de son électorat et ça, c'est très problématique. Je pense qu'effectivement, pour le reconquérir pour 2017, ça va être très compliqué parce que les autres, c'est pas eux qui vont voter pour lui. Même si là, ils peuvent éventuellement lui accorder quelques crédits, peut-être grâce aux chiffres du chômage qui sont un peu moins pire. Le mois dernier pour l'instant. C'est ça, exactement. Sinon, ça reste quand même globalement très inquiétant pour le président de la République. Oui. À propos de 2017, Daniel Cohn-Bendit a indiqué ce matin qu'il envisagerait d'être candidat en cas de primaire à gauche pour la présidentielle de 2017. Et il conseille d'ailleurs à François Hollande de faire le choix d'une primaire, d'organiser une primaire pour se relégitimer. Est-ce qu'il est de bons conseils, Daniel Cohn-Bendit ? Non, je pense que quels que soient les dispositifs mis en place, ça ne permettra pas de revenir sur notamment la trahison des engagements de campagne qui avaient été pris, parce que quand Coralie Bombay dit c'est son électorat qui aujourd'hui ne se reconnaît pas dans la politique menée, je pense que c'est vrai. Et c'est vrai et c'est facile à comprendre pourquoi. Parce que quand vous avez un président de la République qui, pendant la campagne électorale, dit mon ennemi, ça sera la finance, dit je vais renégocier le traité européen, je vais pas toucher à la question des retraites, et puis qui, une fois qu'il est aux responsabilités, fait l'inverse, et les gens, au bout d'un moment, ils se font prendre une fois, ils se font pas prendre une deuxième fois. Vous connaissez la phrase d'Einstein qui disait que la folie, c'était quand on faisait plusieurs fois des choses complètement absurdes. Les gens, ils sont pas fous. Donc ils vont pas faire plusieurs fois des choses complètement absurdes et donc ils ont fait confiance une fois et ils feront pas confiance une deuxième fois. Donc je pense que quels que soient les dispositifs mis en place, François Hollande est très mal parti pour 2017 et je pense que la question d'une candidature alternative à gauche est plus que jamais posée. Coralie Bombay, il faudrait organiser une primaire à gauche en 2017 pour 2017. Je pense que Daniel Cohn-Bendit propose une mesure un peu spectacle à mon avis et surtout je vois pas, c'est impossible pour François Hollande de faire ça. Ça ne peut pas lui redonner la légitimité. Rien que le fait d'organiser ça est un aveu qu'il n'est pas légitime. Donc à mon avis, c'est trop compliqué. Oui. On va continuer ce débat. Sud Radio, le grand show de la présidentielle. Cyril Brioulet. Le grand show de la présidentielle avec aujourd'hui Coralie Bombay, rédactrice en chef du Journal Toulousain, Manuel Bompard, secrétaire national du parti de gauche. On va continuer à parler de politique avec un nouveau sondage qui concerne le vote sur Internet. L'Institut Harris Interactive a interrogé les Français si le vote par Internet était possible. Est-ce que vous vous en serviriez? Est-ce que vous iriez voter? Et là, les Français disent oui. Plus de la moitié des électeurs qui ne se déplacent pas pourraient changer d'attitude. 58%. Qu'est-ce que ça vous inspire, Coralie? Alors moi, ce chiffre, ça m'a interpellée. Je me suis dit, il y a deux manières d'interpréter ce chiffre. On peut se dire, c'est une bonne chose, mais ça serait quand même mieux que les gens renouent vraiment avec le vote pour des vraies raisons, parce qu'ils refont peut-être un peu confiance à nos politiques, et parce qu'ils s'intéressent un peu aussi à la chose publique, à ce qui se passe, soit dans leur région, soit dans leur pays, etc. Et après, je me suis dit, ça peut aussi vouloir dire que l'abstention n'est pas seulement due à un dégoût de la politique. Parce que si on donnait aux gens la possibilité de voter de chez eux, ils voteraient. Donc, tout ce discours qu'on entend tout le temps, les gens ne font plus confiance, sont dégoûtés, ne vont pas voter, est-ce que ça le remet peut-être un petit peu en cause? On sait que s'il fait beau, les électeurs ne vont pas voter. Les régionales ne seront pas dans les courses de Noël, alors il faut faire les cadeaux, on ne va pas voter. Du coup, effectivement, ça remet un petit peu les choses en perspective. Après, c'est un sondage, c'est des chiffres. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui facilement vont dire oui, j'irai voter.
peut-être que c'est un peu surestimé quand même le chiffre, je pense. Manuel Bompard. Non, moi je pense que ça ne modifie pas les raisons profondes de l'abstention populaire qui dans ce pays est en explosion d'élection en élection. Et avant de répondre par un dispositif un peu cosmétique, il faut d'abord s'interroger sur les raisons de cette abstention grandissante. Et je crois qu'il suffit de se balader dans la rue pour comprendre effectivement un déficit de confiance. J'ai vu dans ce sondage que c'est en particulier les jeunes qui sont les plus concernés. Voilà, 18-24 ans, 79% qui s'abstiennent pourraient aller voter s'ils pouvaient le faire par Internet. Ça me surprend pas parce que c'est chez les jeunes que l'abstention est la plus forte. Parce que quand vous avez aujourd'hui 20 ou 25 années dans notre pays, vous avez vu succéder au pouvoir un certain nombre de responsables politiques qui faisaient des belles promesses et vous avez le sentiment que ça change pas beaucoup. Donc je pense que voilà, la première réponse c'est répondre à cette question de l'abstention grandissante en bannissant les comportements politiques détestables, en permettant aux citoyens, au peuple français d'avoir vraiment son mot à dire sur son avenir. Et puis après, sur le dispositif lui-même, je pense qu'il pose un certain nombre de difficultés sur comment on garantit la sincérité du scrutin, puisque vous savez que dans toute élection, vous avez des assesseurs qui sont là pour vérifier le dépouillement, etc. Là, vous n'aurez aucun moyen de vérification. C'est qu'en législative en 2012, il y avait eu un vote comme ça sur les Français de l'étranger. Il y avait un informaticien qui avait le droit d'aller vérifier et d'auditer le dispositif mis en place. Et puis, ça pose des questions, voilà, de manipulation, d'information, parce que le vote il doit être l'aboutissement d'un débat et d'une réflexion politique. Donc moi là c'est un dispositif avec lequel je suis plutôt en désaccord, et en tout cas je crois que si on veut vraiment permettre la réappropriation par les citoyens de la politique, il faut d'abord s'attaquer aux causes de l'abstention qui explose de jour en jour dans notre pays. On imagine que le vote quand même, Coralie, serait sécurisé, tout cela serait bien organisé pour limiter la fraude. Alors, imaginons, partons du principe que ce soit un vote sécurisé avec un minimum de fraude. Il y a quand même un souci avec ce vote par Internet, c'est déjà le problème de l'isoloir. C'est quand même quelque chose de très important, l'isoloir, quand on va voter, qui nous permet de voter en toute indépendance, sans influence, sans se dire non mais vote plutôt lui dans oui, mais dans si le on truc. vote chez soi ouais, mais ou sur avec son smartphone. Bon, sur Internet, attendez, dans un salon ou dans un bureau, il y a toujours quelqu'un derrière, le frère, la sœur, papa, maman, le mari, la famille, mais tout le monde est là. Et pour qui tu votes et qu'est-ce que tu dis? Ah, mais non, quand même, tu vas pas faire ça. Bam, allez, clique pour un autre. C'est vachement, ça va influencer peut-être un peu plus les comportements. Moi, je trouve ça quand même un peu dommage. Et je me demande aussi si un vote par Internet, est-ce qu'il est autant réfléchi? Est-ce qu'on prend le temps de se demander pour qui on va voter, pourquoi, essayer d'examiner un minimum, même si je pense que tout le monde ne le fait pas quand même, mais un minimum, une proposition des deux candidats, quelqu'un qui se déplace pour aller voter à l'Union, je pense que au moins il fait un petit peu cette démarche. Voter en un clic, c'est peut-être presque trop rapide. Non mais je suis d'accord, c'est-à-dire que décider de l'avenir du pays, décider de l'avenir de sa municipalité, de sa région, c'est pas jouer au loto quoi. Donc c'est pas par un clic comme ça, il faut que ça soit la fin d'un moyen moderne de voter, d'un débat quand même. Non mais attendez, moi je suis pas contre le principe d'essayer d'utiliser les nouveaux moyens de communication pour faciliter le dispositif démocratique, mais là le problème c'est que ça le facilite pas parce qu'il y a les raisons qui ont été vous savez, on a inventé l'isoloir parce que les gens ils allaient voter en groupe et puis il y avait la pression du groupe sur l'individu pour qu'il soit obligé de voter la même chose que son groupe. Donc on a inventé l'isoloir pour ça, c'est vrai. Et puis par ailleurs, ça serait complètement naïf de considérer qu'il pourrait pas y avoir des manipulations par les organisateurs même du vote. Vous vous rappelez de la polémique, c'était il y a je sais plus combien de temps, une dizaine ou quinzaine d'années, quand il y avait eu le vote sur George W. Bush, où il y avait eu des votes électroniques et ça a fait une grande polémique sur comment on pouvait vérifier la sincérité du scrutin. Donc voilà, moi ça me pose une vraie difficulté. Encore une fois, je trouve que c'est une manière cosmétique d'essayer de répondre à un problème qui lui est un problème sérieux. C'est le problème de l'abstention populaire dans notre pays. Et ce problème-là, il faut s'y attaquer. Et pour s'y attaquer, il va falloir réformer les institutions de notre démocratie qui sont périmées. Il faut redonner de l'oxygène à notre démocratie. Vous savez que moi, je défends l'idée d'une constituante pour une 6e République, c'est-à-dire l'idée qu'on se mette tous autour d'une table et qu'on reconstruise les règles du jeu, les règles communes qui permettent de gouverner notre pays. Je pense qu'on en a vraiment besoin et c'est pas par des petits dispositifs comme ça qu'on répondra à cette problématique. On va marquer une nouvelle pause sur Sud Radio dans le grand show de la présidentielle et on va parler dans un instant de harcèlement scolaire et de la pauvreté en France qui continue à augmenter. À tout de suite. Sud Radio, le grand show de la présidentielle. La suite du grand show de la présidentielle sur Sud Radio avec aujourd'hui Coralie Bombay, rédactrice en chef du journal toulousain, et Manuel Bompard, secrétaire national du parti de gauche. Dans l'actualité du jour, il y a aussi ce rapport du Secours catholique, le rapport annuel 2014 et la situation des plus pauvres qui ne s'arrange pas en France. Pas vraiment de surprise, Manuel Bompard, dans ces conclusions? Non, pas vraiment de surprise. Et puis je trouve que c'est un rapport qui fait froid dans le dos quand on sait que notre pays a jamais été aussi riche de son histoire en termes de production des richesses et de voir que ces richesses sont toujours aussi mal réparties et que la pauvreté est toujours en train d'augmenter dans notre pays.
Et puis, moi, j'ai regardé un petit peu le rapport attentivement et j'ai vu un certain nombre d'éléments qui me paraissent intéressants. Le premier, c'est le focus qui est donné sur la mobilité, c'est-à-dire l'idée que c'est la question de l'accès au transport qui pénalise les plus modestes, et surtout un deuxième axe qui est développé dans le rapport et que je trouve très intéressant quand on se rappelle un petit peu les déclarations démagogiques politiques qui ont été faites ces dernières années sur ce sujet. C'est la fin des idées reçues sur l'assistanat, puisqu'il y a une partie du rapport qui démontre qu'en réalité, parmi les gens qui cherchent pas du travail, il y en a, j'ai les chiffres sous les yeux, 40% pour des raisons de santé ou de handicap, 25% parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler tout simplement, et le reste qui sont plutôt des retraités en pré-retraite ou des femmes seules qui n'ont pas de solution pour garder leurs enfants. Donc voilà, je trouve intéressant quand on va voir les chiffres derrière. C'est pas des derrière. feignants à 100%. C'est ça. Mais non, mais c'est surtout que tout ce battage médiatique qui a été fait sur l'assistanat et qui en réalité a qu'une seule ambition, c'est d'essayer de s'attaquer au dispositif de solidarité dans notre pays. Voilà, j'espère que ces déclarations démagogiques vont s'arrêter parce qu'elles correspondent pas à la réalité des faits. Et que quand on n'a pas les moyens aujourd'hui, quand on est dans une situation de précarité, on se bagarre, on se bat, on essaye de retrouver un emploi. On a des problèmes de transport parce qu'on n'a pas le permis ou qu'on n'a pas une voiture. Pourtant, on fait des déplacements à vélo, en covoiturage, etc. On galère quoi dans notre pays. Et les gens qui galèrent, il faut les aider et pas les montrer du doigt, à mon avis. On en parlait tout à l'heure, Coralie, dans le grand show de l'info. Effectivement, c'est bien souvent une spirale. Hein. On quitte la ville pour aller habiter à l'extérieur parce que les loyers sont moins chers. Et une fois là-bas, y a pas toujours, on n'a pas forcément les moyens de s'acheter une voiture parce que même d'occasion, ça coûte cher. Et il n'y a pas toujours de bus pour se déplacer. La question de la mobilité est effectivement essentielle pour l'accès à l'emploi, pour l'accès aux soins, l'accès à tout, même à la culture, même à tout. C'est vrai que c'est une question qui est centrale et qui, du coup, renforce l'isolement en plus des personnes précaires, l'isolement et aussi le manque de confiance. Voilà, quand on se retrouve tout seul dans sa misère, mais on ne sait plus comment en sortir, on ne sait plus vers qui il faut aller, et en plus si on ne peut pas se déplacer, mais forcément c'est compliqué. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que ce rapport, il intervient quand même à un bon moment, et tant mieux. C'est qu'on est en pleine campagne quand même, on est en pleine campagne électorale, et la région, parce qu'on est en campagne pour les régionales, a quand même une compétence transport qui est importante. Donc, c'est un bon moment pour les associations comme le Secours catholique d'alerter les pouvoirs publics et de dire, mais là, il y a quelque chose à faire. C'est le but d'ailleurs. Mais oui, évidemment. Mais donc, la région peut faire des actions. Elle gère notamment les trains, donc des tarifications sociales, peut-être plus sociales, etc. Il y a peut-être des choses à revoir en fonction de ces résultats. Manuel Bompard. Non, mais je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que aujourd'hui, voilà, les différents candidats qui se présentent aux élections régionales, ils sont interpellés sur cette question. Effectivement, malheureusement, c'est pas ce qu'on voit. Par exemple, ce qu'on voit, c'est des lignes de train qui ferment, y compris dans notre région. Je sais que il y a quelques mois, a fermé la ligne de train, par exemple, Luchon-Montrégeau, pour être remplacée par des bus en Haute-Garonne. Et c'est comme ça, malheureusement, partout dans les régions où on s'attaque de plus en plus aux lignes de TER qui pourtant garantissent la stabilité du territoire, qui permettent de désenclaver des zones reculées pour permettre aux gens d'accéder à un emploi, mais aussi d'accéder à des services publics, parce que ce que pointe le rapport aussi, c'est quand on est relégué dans une zone périphérique, on a une difficulté pour aller travailler, mais on a aussi une difficulté pour aller à la poste, une difficulté pour aller se faire soigner, etc. Voilà, je pense que loin des démagogies, etc., là, il faut des réponses politiques à comment on développe un réseau de trains de proximité, comment on développe effectivement des conditions tarifaires qui permet en particulier aux plus modestes de pouvoir assister, par exemple, avec la gratuité des transports pour une certaine catégorie de la population. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et on attend les responsables politiques sur le terrain des réponses concrètes à ces pauvretés qui, franchement, voilà, je le redis, mais franchement, ça fait froid dans le dos qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on soit dans une situation comme ça, dans un pays riche comme la France. Allez, parlons maintenant du harcèlement à l'école. C'est la première journée nationale aujourd'hui contre le harcèlement à l'école. Je ne sais pas si vous en avez été victime, Coralie ou Manuel, à l'école. Non, ça va. Non, pas vraiment. Vous avez eu cette chance. 700 000 enfants sont victimes de harcèlement quand même. Un chiffre assez impressionnant tous les ans à l'école. Ce qui ressort dans les commentaires, c'est que c'est important d'en parler enfin, Coralie, de dire qu'à l'école on peut être harcelé. C'est important d'en parler, oui. Après, il faut voir comment. C'est surtout ça. Moi, cette journée nationale, ça me laisse un peu sceptique. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un problème un peu délicat, on fait une journée nationale. Et sinon, on fait une charte. Voilà. C'est les deux solutions. Donc, effectivement, il faut que ça aille plus loin qu'une journée nationale. Donc, il y a effectivement peut-être d'autres mesures un peu plus concrètes, un site internet d'information, un numéro de téléphone, qui sont aussi mises en place. Faut pas l'oublier. Quel est l'impact de tout ça? Peut-être qu'il faut quand même aller plus loin. Bon, c'est facile de toujours dire il faut aller plus loin, mais là, le véritable problème, c'est qu'il faut vraiment sensibiliser les enseignants, mais pas que. Moi, ce que je retiens quand même de ce sujet, c'est que le harcèlement, il n'est pas que scolaire.
il commence peut-être à la cour de récréation, mais il dépasse largement le cadre de la cour de récréation. Donc il faudrait avoir une réflexion plus globale sur le harcèlement qui passe maintenant par les réseaux sociaux. Maintenant on a un téléphone portable, donc c'est partout. C'est partout. Donc voilà, ça c'est extrêmement compliqué. Non, mais bon, c'est sûr que c'est un vrai problème et moi je suis content qu'on s'en saisisse. Je trouve que c'est toujours important de s'en saisir. Après, je partage l'idée qu'il suffit pas de faire une journée nationale pour résoudre un problème et que derrière un problème comme celui-ci, il y a plusieurs choses de poser. D'abord, il y a un problème de personnel parce que pour détecter, pour accompagner les enfants victimes de ce type de pratique, il faut des individus en face et des gens qui sont formés pour ça. Et malheureusement, aujourd'hui, dans ce gouvernement, mais comme celui d'avant, s'attaque toujours à la réduction des personnels, y compris dans l'éducation nationale. Et sur cette question-là, le fait d'avoir des psychologues, d'avoir des gens qui, dans le cadre de l'école, sont là aussi pour détecter ce type de symptômes et permettre de s'attaquer et d'accompagner les enfants, ça me paraît toujours important. facile à voir pour les enseignants. Bien évidemment. sûr, par exemple, moi j'ai vu le clip là. Ça c'est souvent en catimini dans la cour de récréation. J'ai vu qu'il y avait sur Facebook. Les enseignants qui n'étaient pas d'accord avec le clip et je comprends ce qu'ils disent parce que ce clip, dont je remets pas en cause le bien fondé et la volonté de la personne qui l'a fait, mais donne le sentiment qu'en réalité c'est de la responsabilité de l'enseignant. Or, tout le monde sait très bien que ces comportements-là se font dans le dos de l'enseignant qui n'est pas responsable de ça et effectivement qui viennent de l'extérieur de l'école. Enfin, en réalité, c'est ce type de comportement. Donc, bien sûr que c'est difficile à voir, mais il faut des personnels qui sont formés pour ça. Le travail de l'enseignant, c'est d'enseigner. Et puis après, il faut des accompagnateurs, comme il y a des assistants sociaux, des assistantes sociales, comme il y a des gens en charge des questions de santé dans une école. Et ben voilà, je pense que il faut s'attaquer pour de vrai à cette question-là. Et c'est bien de faire une journée nationale, mais ça suffit pas. Et on rappelle le numéro qui est mis en place, c'est le 30-20 pour signaler effectivement tout cas de harcèlement. Merci beaucoup Coralie Bombay. Merci Manuel Bompard. À vous, bonne soirée. À très bientôt sur Sud Radio dans le Grand Show de la Présidentielle. Le Grand Show de la Présidentielle. Cyril Brioulet. À la une, demain, direction ce soir la rédaction de La Montagne. Bonsoir Bernard Stéphane. Bonsoir. Rédacteur en chef adjoint. Quelle sera la une de La Montagne demain matin ? La une de La Montagne, elle aura deux grands sujets demain matin. Elle aura un sujet plutôt société sur le blues des Bac plus 5. Les étudiants qui ont Bac plus 5, selon, nous nous sommes appuyés sur une étude de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, qui a mené une enquête, notamment en Auvergne, et qui révèle que près de 40% de nos diplômés à Bac plus 5 n'ont pas trouvé de travail après un an d'attente et que de nombreux Bac plus 5 sont déclassés et se retrouvent sur des métiers pour lesquels normalement on n'a pas besoin de Bac plus 5. On a donc trouvé un certain nombre de témoignages tout à fait intéressants. Et alors le deuxième grand sujet, c'est un très grand sujet pour nous, c'est l'annonce de la Foire du Livre de Brive qui commence demain et qui est, je le rappelle, le deuxième grand salon du livre en France. Nous publions un supplément de 20 pages et nous sommes allés à la rencontre d'un certain nombre d'auteurs. Alors il y a tous les auteurs du moment, les grands prix littéraires, le Goncourt Mathias Sénard, le Femina Christophe Boltanski, le prix Décembre avec Christine Angot, mais aussi nous retrouvons la tradition des auteurs de l'école de Brive. Vous savez, la fameuse école de Brive qui avait été initiée par Claude Michelet. Et d'ailleurs, Claude Michelet, qui est âgé de 77 ans, sort pour cette foire du livre de Brive ses carnets de souvenirs aux éditions Robert Laffont. Nous sommes allés le voir, il raconte un peu, il évoque tout ce passé, un passé lointain qu'il a commencé avec des auteurs qui sont toujours là. Il y a Michel Péramore, c'est le doyen, il a 93 ans, il y a Christian Signol, puis bien d'autres, voilà. Et puis c'est aussi un dernier mot sur la foire du livre de Brive, c'est les 40 ans de fuite glaciale, et donc nous mettons en exergue ce titre parce que c'est aussi un hommage à tous les dessinateurs de presse. C'est à lire dans La Montagne et sur lamontagne.fr. Merci Bernard Stéphane, bonne soirée à vous.